Et ben voilà, on y est. Bonjour Christophe, bonjour à nos invités, bonjour à toutes et tous. Merci d'être avec nous pour cette session INC Insight consacrée à la data. Alors pour les fidèles de cette émission maintenant, on en est à la deuxième. La prochaine, le 15 février. Alors c'est surtout Christophe qui a bossé sur toute cette préparation avec les équipes pour concocter une émission, j'espère, très inspirante. Christophe ? Oui, alors autant la première émission était très axée sur les usages de la donnée pour les métiers. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de plateforme data, comment construire une plateforme data qui va servir de toute façon les métiers et les usages. Et pour cela, on a plusieurs témoignages et un grand témoin. Alors, on va vous les présenter. Alors, le cycle data, la data, on vous a annoncé quand même pas mal d'ambition sur ce sujet avec l'arrivée de Christophe notamment. Mais on s'est réunis il n'y a pas très longtemps dans un projet effectivement de renforcer toute une communauté autour des praticiens de la data. Christophe ? Oui, c'est ça. Donc on était une vingtaine de CDO, de différents CDO d'ailleurs, data ou digital, et de DSI, en tout cas de praticiens de la donnée qui ont envie de discuter de ce sujet et de mutualiser finalement un certain nombre de difficultés ou en tout cas de problématiques qu'ils veulent pouvoir relever ensemble. On voit que le sujet est éminemment présent et la préoccupation de l'organisation. Beaucoup de sujets liés aussi à la compréhension de ces sujets pour les COMEX notamment. Donc on va bientôt livrer le fruit de ces travaux et continuer à engager cette dynamique. Alors nos invités, Christophe, peut-être les présenter. On aura un grand témoin qui va nous suivre tout le long de l'émission qui sera Romaric Katic, qui est le DSI de Alliance France. Et nous aurons également Jean-Marc Lazare, le patron de Open Datasoft, pour parler de mutualisation et de démocratisation de l'accès aux données. Nous aurons également Yves Darnige, qui sera là pour Kindrill, pour parler d'industrialisation et de rationalisation. Et enfin, on aura Antoine Crinck pour nous parler de formation et d'acculturation. Alors, pendant que Christophe s'installe, je vais vous rappeler effectivement, n'hésitez surtout pas à nous poser des questions sur le chat en live. Faites-nous vos commentaires, dites-nous effectivement s'il y a des sujets que vous voulez qu'on aborde, qu'on oriente. En tout cas, je vais faire le lien avec le plateau et vous tout au long de cette émission. Et puis maintenant, c'est à toi de bosser. Merci encore à vous d'être là avec nous. Et je vais m'installer. Et hop, j'ai une petite mission, c'est la régie en live. Que je sois bien brillant à l'écran. Romaric, merci d'être là. Alors avant de commencer notre entretien, je vais donner quelques chiffres pour situer Alliance à la fois en France et puis au niveau mondial. Donc en France déjà c'est 5,5 millions de clients, 12,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 10 000 collaborateurs et 2000 points de vente. Mais bon, comme je le disais, c'est aussi un groupe avec des implantations dans 70 pays, 130,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 142 000 salariés. Bon, ça donne un peu l'ampleur du groupe et du coup des projets qui peuvent être amenés à être menés au niveau du digital. Et au niveau ici, il y a justement cette ambition, on aura le temps et l'occasion d'en reparler au cours de notre entretien, c'est de mutualiser autour de plateformes communes à l'échelle du groupe, dont la data. Une première question pour situer un peu les enjeux et les ambitions de Alliance France sur la data. Est-ce qu'il y a une stratégie qui a été définie au niveau de la direction de l'entreprise sur la data, l'IA ? Alors oui, effectivement, il y a une stratégie data qui est ancrée dans la stratégie de l'entreprise. Et tant au niveau de la France qu'au niveau international. Alors ce n'est pas une nouveauté, puisque les data dans le monde de l'assurance, c'est quand même... On a l'habitude de les manipuler, on a l'habitude de les utiliser, mais jusqu'à présent, c'était surtout des métiers experts qui s'en servaient, principalement les directions techniques assurantielles. Et progressivement, avec l'évolution de l'environnement, avec l'évolution des capacités disponibles également, le sujet de la data a pris beaucoup plus d'ampleur et beaucoup plus d'importance. Et donc du coup, c'est largement étendu à tous les métiers de l'entreprise. Donc aujourd'hui, la stratégie data d'Alliance en France, c'est la même que celle dans le reste de l'univers Alliance. Et elle est supportée par 3 piliers essentiels. Un premier pilier autour de la production des données. Produire des données de qualité, fiables, justes, sécurisées, c'est le premier élément. Deuxième élément de la stratégie, c'est la consommation de ces données pour maximiser la création de valeur, pour répondre davantage encore aux besoins des utilisateurs
et apporter des réponses les meilleures possibles aux desiderata et aux attentes de nos clients et des consommateurs. Et puis, alors cette consommation des données, on la tourne autour de deux objectifs principaux. Un premier autour de l'amélioration de notre excellence technique, donc plutôt assurantielle, autour des usages techniques justement. Et la deuxième autour évidemment de la connaissance de nos clients pour maximiser la réponse à leurs besoins. Et puis, dernier pilier en fait de cette stratégie, c'est la culture data. Puisque évidemment, les nouveaux usages, la masse de données et d'informations nécessitent un changement de paradigme et un changement dans les pratiques des utilisateurs, internes pour le coup. Et donc l'acculturation, la formation, la meilleure compréhension des données, c'est le troisième pilier clé. Évidemment, toute cette stratégie, elle est aussi sous-tendue par la mise en place progressive d'une plateforme mondiale commune autour de la data, pour servir les nouveaux usages, que ce soit des usages d'ailleurs traditionnels avec du reporting, même le plus avancé possible, et puis évidemment des usages avancés liés aux capacités de l'intelligence artificielle. D'accord. Vous commencez à répondre à ma deuxième question qui était, je vous en prie, qui est justement, après la stratégie, il y a l'exécution finalement de cette stratégie et la mise en œuvre de produits data, donc analytics, ou de produits à base d'intelligence artificielle. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques cas d'usage que vous avez mis en place ? Oui, alors déjà, je voudrais dire que dans notre portefeuille d'investissement projet depuis plusieurs années maintenant, il y a une large part qui est consacrée et dédiée à ces nouveaux usages et à l'intelligence artificielle. Alors, je peux vous donner quelques exemples. On a regroupé en fait les différents cas d'usage autour d'un label qu'on a appelé Ask. Donc on peut demander tout ce qu'on veut en fait à l'intelligence artificielle, et donc on l'a décliné à la fois en termes de cas d'usage, en termes de compétences, en termes de technologie. Et pour rentrer un peu dans le détail, je vais vous en citer quelques-uns. Un premier autour des assurances immeubles. Donc on utilise les données, et y compris des données externes, avec des images satellitaires par exemple, pour faire de la pré-analyse dans le cas de souscription d'assurance immeuble. Il faut savoir que classiquement, on fait à peu près 1400 visites de sites sur le terrain pour à peu près 200 000 immeubles assurés. Donc évidemment, avec ces capacités augmentées, on peut davantage cibler les immeubles qui nécessitent une visite de risque et être plus pertinent dans notre analyse de risque. Ça, c'est un premier exemple. On a un deuxième exemple que je peux vous citer autour du client essentiellement, qu'on a appelé Ask Mail, qui permet, là aussi dans un couplage entre la data et l'intelligence artificielle, non seulement de router de façon plus intelligente les messages entrants venant de nos clients, mais aussi de faire de l'analyse du texte du message pour pouvoir en comprendre la finalité et du coup l'affecter à la bonne personne. On se sert également, encore une fois, de l'intelligence artificielle dans une partie plus dédiée à la vente pour anticiper les besoins des clients et leur faire des propositions davantage adaptées à leurs besoins. Pareil dans la partie gestion des sinistres, on a aussi des cas d'usage à ce niveau-là. D'accord, donc une stratégie, des cas d'usage. Il y a aussi une question qui se pose, c'est celui du rôle de la DSI. Dans un précédent entretien, c'est un point qu'on avait abordé ensemble. Il y a de plus en plus de Chief Data Officer. Pour autant, tout comme il y avait des Chief Digital Officer, est-ce que c'est... Voilà, et quelle est la place du DSI dans peut-être ces nouveaux organigrammes qui se mettent en place dans les organisations? Quel est votre rôle? Alors le rôle de la DSI, il est double. Il y a un rôle traditionnel, j'ai envie de dire, qui est celui de la fourniture des moyens, fourniture des outils, des technologies, des ressources pour pouvoir opérer, réaliser les projets et opérer dans la durée les plateformes qui sont mises à disposition des utilisateurs. Et puis, alors dans le cas d'Allianz, c'est peut-être une spécificité, en tout cas c'est notre marque de fabrique, puisque vous parliez du Chief Data Officer, il est dans les équipes de la DSI. Donc le Chief Data Officer est dans mon équipe, et l'équipe des Data Officers est rattachée à la DSI. Et ça, c'est peut-être une particularité dans notre univers Allianz. En tout état de cause, sur le premier volet, la data s'intègre assez bien, en fait, que ce soit à la stratégie du système d'information. D'ailleurs, quand on parle de système d'information, si on ne parle pas de data, je ne sais pas trop de quoi on parle. Ce sont bien des échanges de données, c'est bien de la mise en place d'outils permettant la manipulation de ces données, la transmission et les échanges de ces données. Donc je trouve que la data est naturellement dans l'univers des systèmes d'information, c'est assez logique. Si on se projette un tout petit peu plus loin et qu'on parle d'APIisation, par exemple,
ce sont aussi des échanges de données qui interviennent, et donc l'ouverture du système d'information à l'extérieur, la mise en place de partenariats, elle passe au travers des API par une intervention de la direction des systèmes d'information. Et alors on a en plus un rôle clé, je trouve, de partenaire des métiers. À l'instar, j'ai envie de dire, de l'architecture d'entreprise. On se pose souvent la question de l'architecture d'entreprise, où est-ce qu'elle est positionnée, parce que ce n'est pas tout à fait de l'architecture IT, il y a un peu plus que ça. Sur la gouvernance de la data, c'est pareil, son rôle, il est structurant dans l'entreprise, et je trouve qu'il a toute sa place au sein de la DSI. Parce que ça oriente, ça structure, ça définit un cadre de gouvernance, des nouveaux métiers, des nouvelles façons de faire, et ça donne une impulsion. Et la DSI, telle que je la vois aujourd'hui, elle est à la fois passeur de technologie, passeur de nouvelles plateformes, mais aussi un moteur de la transformation pour permettre à l'entreprise, en accompagnant les métiers, on est partenaire en fait des métiers, de permettre en fait ces mouvements, permettre ces nouveaux usages. Aujourd'hui, je pense que plus personne se pose la question de savoir si le digital doit faire partie de la DSI ou pas. Je pense que pour la data, c'est la même chose. En revanche, on a un besoin fort de garder des métiers qui soient le plus matures possible dans l'usage des données. Donc en revanche, la data science est quelque chose qui est beaucoup plus proche des métiers et qui n'est pas au sein de la DSI. D'accord. Ce qui est au sein de la DSI, en revanche, c'est bien la question de la plateforme que vous avez évoquée. C'est un des piliers, ou en tout cas une de vos missions principales sur la data, construire une plateforme data. Justement, quels ont été les chantiers dans ce domaine, et je sais que pour avoir préparé cet entretien avec vous, il y a beaucoup d'ambition dans ce domaine. Oui, il y a plusieurs chantiers, des chantiers qui sont à la fois au niveau local et au niveau mondial. On contribue en tant que deuxième entité la plus importante du groupe Allianz, la France est le deuxième pays de l'univers Allianz, on contribue très largement à la construction, à la définition des solutions cibles qui seront déployées dans l'intégralité du groupe. Donc déjà, on contribue à la construction, à la co-construction de la plateforme data globale. Et on contribue à la fois du point de vue de la DSI et aussi en animant les métiers et en leur permettant d'exprimer leurs besoins et en s'assurant que ces besoins seront couverts par cette plateforme globale. Quand je dis plateforme globale, ce n'est pas une plateforme complètement mutualisée. Évidemment, toutes les logiques de ségrégation de données, de protection des données locales sont de la responsabilité des pays. Ce n'est pas un gigantesque entrepôt de données mondial qui verra le jour dans quelques années. Non, pas du tout. Mais en revanche, les technologies, les socles, les façons d'interagir avec le reste du système d'information seront mutualisées au sein de l'univers Allianz. Alors localement, on a non seulement l'ambition de déployer cette plateforme, une fois qu'elle sera complètement mise en œuvre, définie, etc., mais aussi de rationaliser notre existant, puisqu'on part d'un existant qui est riche, pour ne pas dire autre chose, qui est complexe également, qui est le fruit de notre héritage et le fruit du passé, et qui nécessite évidemment d'être rationalisé. On a un grand programme de décommissionnement, y compris sur les sujets data, qui va de pair avec l'adoption de cette nouvelle plateforme et également l'adoption des outils d'intelligence artificielle qui permettent de développer les cas d'usage dont je parlais tout à l'heure. Alors tout ne se fait pas en un jour et ça se fait évidemment étape par étape. La France a d'ailleurs été pionnière il y a quelques années dans l'utilisation de l'intelligence artificielle et dans le big data. Donc on a utilisé pour de l'expérimentation beaucoup des plateformes qui aujourd'hui servent de socle et ce retour d'expérience contribue à l'industrialisation de tous les sujets data au niveau du groupe Allianz. D'accord. Et justement sur cette partie, sur cette plateforme plutôt big data, vous êtes allé dans le cloud, c'est-à-dire que vous êtes dans un environnement plutôt hybride, ce qui est le cas de beaucoup d'entreprises. Et est-ce que c'est une source de complexité supplémentaire en termes de gestion de ces opérations-là et comment vous l'abordez cette complexité ? Alors, je pense que la combinaison des deux univers entre le cloud et le on-premise, c'est notre quotidien pour aujourd'hui et pour demain. Non seulement pour plusieurs raisons. Déjà, parce qu'il y a un sujet de protection des données de nos clients. C'est un élément qui est absolument fondamental dans la stratégie d'Allianz. Donc, l'usage du cloud sera forcément raisonné et sera forcément vu et fait à la lumière de cette volonté de protection. Et puis, on a aussi une volonté d'indépendance vis-à-vis des éditeurs, des cloud providers. On veut éviter le lock-in, ou en tout cas la dépendance technologique. Donc là encore, l'usage de services managés, qui peut être un accélérateur dans certains cas. On est extrêmement vigilant à la généralisation et à ces industrialisations pour éviter des phénomènes de dépendance qu'on ne souhaite pas obtenir.
on ne souhaite pas être victime. Ouais. Donc du coup, on est évidemment dans un double environnement, et comme je le disais au départ, assez pour longtemps, je pense. Et ça évidemment que ça crée une complexité, mais je pense que c'est une complexité qui est abordable au travers des compétences, à travers des talents, à travers de la construction aussi des architectures de référence qui permettent aux collaborateurs de s'y retrouver et de gérer proprement cette complexité. Oui. Donc il y a une partie cloud public qui est à l'étude chez Allianz, mais c'est quelque chose qui va pas, on ne va pas être dans une logique cloud first, on va être dans une logique plutôt par cas d'usage et puis avec une prise en compte d'un certain nombre d'enjeux, notamment de confidentialité, de protection des données, comme vous l'expliquiez. C'est ça, hein. Oui, absolument. Alors le chemin qui a été fait depuis quelques années, il a visé déjà à regrouper l'intégralité de nos data centers à un seul endroit. Alors il y a plusieurs plateformes au niveau du monde, mais en tout cas pour la zone Europe, tous les data centers ont été mutualisés. Donc il y a eu une centralisation il y a quelques années qui nous a permis de démarrer des logiques de cloud privé. Donc on a progressé en fait dans ce chemin-là. Évidemment, on est déjà utilisateur du cloud public, mais plutôt sur des applications de front-end qui ne stockent pas et qui ne gardent pas longtemps des données clients, justement par rapport à ces logiques de protection. Évidemment, la prochaine étape, elle va augmenter notre part de cloud public, mais toujours avec ce souci de la protection des données, comme je le disais. Donc on verra quelles sont les applications qui seront éligibles à un basculement dans le cloud. Et puis ça nécessite aussi surtout des transformations technologiques, puisque évidemment qu'il y a certaines applications qui nativement ne peuvent pas être hébergées dans le cloud. Donc on a en plus un travail de transformation de notre patrimoine et de notre paysage applicatif pour pouvoir lui permettre d'être cloud compatible. D'accord. Sur la partie plateforme data, elle est dans le cloud. Il y a à côté ce chantier de mutualisation au niveau groupe et en même temps de rationalisation avec la partie analytics qui va venir se greffer. Est-ce que, en même temps, comment vous faites pour concilier cette évolution de la plateforme et en même temps ne pas freiner les cas d'usage? C'est-à-dire qu'il faut attendre que tout soit en place et là on travaille sur les cas d'usage. Comment on fait? Alors surtout pas, puisque évidemment si on attend, on rate le marché et on rate les bénéfices de la technologie. Donc on n'a pas attendu, d'ores et déjà. Je le disais tout à l'heure, je l'évoquais rapidement. On a démarré, la France a été pionnière en fait sur ces sujets-là au sein du groupe Allianz. Donc on a démarré en avance de phase un certain nombre d'expérimentations en utilisant des plateformes qui n'étaient pas forcément des plateformes mutualisées ni les plateformes cibles. Mais comme de toute façon ces sujets-là se construisent étape par étape, il est important de pouvoir tirer aussi les conséquences et de pouvoir gagner en expérience et en expertise en expérimentant le plus vite possible. Donc je pense que les deux sujets se gèrent en parallèle. On continue à expérimenter. Dès qu'on a la possibilité d'industrialiser sur des technologies ou une plateforme la plus pérenne possible, on le fait. Mais évidemment que ça nécessitera d'autres types de transformations plus tard. Et on ne s'interdit pas de poursuivre ces transformations. Donc on construit une plateforme étape par étape, on connaît le cap et on sait quelle cible on veut atteindre. En revanche, on construit étape par étape et on enrichit les cas d'usage sur la base des technologies qui sont disponibles à l'instant T, sur la base de la plateforme telle qu'elle existe à un instant donné, pour éviter cette espèce de phénomène de tunnel que vous décriviez, qui nous pénaliserait et qui nous empêcherait d'avancer. D'accord. Une dernière question avant de passer à un entretien expert. On voit, vous avez l'ambition d'industrialiser, de rationaliser, mais pour autant, c'est une démarche qui s'accompagne de réflexions autour de l'éthique. On sait que toutes les entreprises doivent avoir une réflexion éthique. La difficulté, c'est souvent d'opérationnaliser cette réflexion, de l'ancrer dans les processus au sein de la data science, etc. Comment vous l'avez mené ce chantier? Alors on a construit, c'est un sujet qui nous préoccupe évidemment. Allianz, nos deux piliers clés, c'est la confiance et l'innovation. Donc la confiance de nos clients et l'innovation. On a été leader dans plein de sujets en termes d'innovation technologique et on tient à continuer à maintenir ces deux piliers vivants en même temps. Donc évidemment que le sujet d'éthique dans la data, il a suscité notre intérêt et il a fait l'objet de réflexions très tôt. Il y a déjà au moins 2 ans en fait, que le sujet est sur la table au sein d'Allianz, en particulier dans notre démarche, au travers de notre démarche RSE.
Donc on a mis en place une gouvernance de l'éthique de la data qui vise à définir le cadre de l'entreprise en termes d'usage raisonné de la data, d'usage responsable de la data au sein d'Allianz, avec des réflexions aussi sur la certification typiquement des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont aujourd'hui déployés pour éviter les biais, pour éviter les discriminations, pour éviter de l'antisélection le cas échéant. Donc une vraie vigilance autour de ces sujets-là. On a également, alors ça tombe très bien en termes d'actualité, puisqu'on a publié vendredi, qui était la journée européenne de la protection des données, la charte data d'Allianz France, autour de l'éthique, évidemment, avec l'usage responsable dont je parlais tout à l'heure, autour de la transparence également, puisque du coup on s'engage vis-à-vis de nos clients à leur dire de façon transparente quel usage est fait de leurs données et à quelle fin. Également avec cette logique d'innovation pour pouvoir fournir le meilleur service aux clients à partir des données qui sont fournies. Et évidemment, la sécurité, la sécurisation des données qui nous sont confiées, qu'elles soient personnelles d'ailleurs ou non personnelles. Donc ces sujets vont se développer évidemment largement. La composition des équipes est réfléchie. Les regards croisés sur l'algorithmie en termes d'intelligence artificielle sont également mis en place pour avoir... parce que c'est un grand mot quand même, ce sujet d'éthique, mais en tout cas, travailler de façon raisonnée et raisonnable sur les données qui nous sont confiées. D'accord. Vous restez avec nous, Romaric, Avec plaisir. On va passer à un premier entretien expert sur l'industrialisation et la rationalisation de la plateforme data. Je voudrais partager avec vous, avant cet entretien, quelques chiffres de contexte. D'après une étude IDC de 2021 sur l'informatique industrielle, 3 priorités d'investissement se dégagent sur les 2 prochaines années. La modernisation des applications, l'exploitation des données de production et l'amélioration de la cybersécurité. Tous secteurs confondus, cette fois, toujours selon IDC, l'amélioration et la résilience de la relation client se heurtent à un frein principal dans les organisations, la gestion de la donnée client. On le constate, l'ambition d'exploiter la donnée est là, mais l'exécution est un peu plus complexe. Alexis de Nervaux, vous êtes le DSI et le CDO de Tereal, un acteur industriel. Quels sont vos usages de la donnée ? Alors en fait, dans 2 domaines principaux. Le premier domaine, c'est ce qui concerne les ventes, où là, effectivement, depuis déjà 2 ou 3 ans, on a mis en place une solution Big Data pour arriver à analyser par région et par produit les prix que l'on pratique, de façon à vraiment pouvoir proposer à nos clients les meilleurs prix au bon endroit. Donc ça, c'est le premier usage qui est éprouvé et qui fonctionne bien. Le deuxième, qui est plus récent, c'est toute la data autour de l'industrie 4.0, où là, l'objectif, c'est tout d'abord d'arriver à utiliser cette data pour améliorer nos process de production. Alors d'abord les analyser et ensuite les améliorer. Et deuxièmement, en ce qui concerne tout ce qui est maintenance, et notamment maintenance prédictive, d'arriver à capter cette donnée autour du fonctionnement de nos appareils pour pouvoir anticiper des pannes, notamment. Tereal est une entreprise industrielle avec des processus de production continue. Donc évidemment, à chaque fois qu'il y a une panne d'un équipement stratégique, ça implique un arrêt de production et donc les pertes qui vont avec. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à anticiper ces pannes en analysant la data et en faisant en sorte que finalement on puisse anticiper cette panne, réparer avant la panne et donc limiter l'impact sur la production. Et l'exploitation de la donnée, notamment dans le process de production, c'est ce que vous avez associé à l'industrie 4.0. Est-ce que ça vous a amené, ces projets, cette réflexion est-ce que ça vous amènera à l'avenir à repenser votre infrastructure sur site, en centrale ? Oui, complètement. En fait, qui dit industrie 4.0, chez nous, dit connexion potentielle à des plateformes externes, type SaaS, et donc dit problématique de cybersécurité. Donc effectivement, avant de pouvoir mettre en place des solutions d'industrie 4.0, il est primordial, selon moi, de sécuriser nos systèmes d'information, surtout dans nos usines. Donc effectivement, l'objectif chez nous, c'est effectivement d'abord d'axer nos actions sur la cybersécurisation de nos usines et de nos systèmes d'information dans les usines,
avant de mettre en place des solutions Industrie 4.0. Yves Darnige, vous êtes Application, Data et IA Practice Leader chez Kyndryl. À quelle problématique se heurtent les entreprises dans l'exploitation des données? Chez Kyndryl, on voit 3 grands facteurs fondamentaux dans un projet data de données. Tout d'abord, c'est la connaissance des métiers. Il faut absolument qu'une stratégie data supporte des use cases métiers. Et à ce titre, on voit l'émergence, soit chez nos clients, soit chez Kyndryl, de rôles type Citizen Data Scientist, donc qui fait le lien un petit peu entre le métier, la data et l'IT. Le deuxième élément qui est clé, c'est démocratiser la donnée à tous les niveaux dans l'entreprise. Alors ça passe par des ensembles d'activités qu'on appelle DataOps, qui permettent en fait de générer de la donnée, la gouverner, la cleaner et la mettre à disposition des bonnes lignes de métier en fonction de leurs besoins. Le troisième aspect qui est aussi critique, c'est ce qu'on appelle la data fabric. La data fabric, c'est quoi? C'est le seul moyen d'industrialiser l'usage de la donnée à l'échelle de l'entreprise. Donc c'est un guichet unique de la donnée qui recense, qui intègre, qui collecte, qui stocke de façon moderne l'ensemble des données qui sont jusque-là très disparates dans l'entreprise. L'important aussi sur ce type de data fabric, c'est aussi de pouvoir industrialiser des use cases, mais également réintégrer des résultats de use case dans des applications métiers. Je vous donne un exemple très rapide et j'irai rapidement. Si vous prenez un cas d'usage du retail, par exemple, qui est un cas d'usage classique, et de dire comment je peux facilement prévoir quelle va être la performance d'un nouveau produit avant que ce produit soit lancé. Ce type de cas d'usage métier a besoin d'être ensuite réinjecté dans des applications de logistique pour savoir à quel endroit, combien et quand on va livrer effectivement de ce nouveau produit en magasin ou en entrepôt. On l'observe, et notamment dans l'industrie, l'hybridation des systèmes d'information, c'est quelque chose qui se développe et qui en même temps introduit de la complexité. Est-ce que, par conséquent, pour gérer la donnée, la centralisation, c'est l'unique approche qui s'offre aux entreprises? Alors, sur votre point de l'hybridation, on confirme effectivement que l'ensemble de nos clients sont amenés à travailler en environnement hybride, mélangeant des clouds publics, des clouds privés, des data centers. Pourquoi? Parce que nos clients, sur la partie data, ont déjà un existant. Personne part de zéro sur des problématiques data. Et donc l'intérêt, c'est de pouvoir gérer cet existant dans cet environnement hybride. Et la façon dont Kyndryl le fait principalement, c'est en développant des partenariats, un écosystème de partenaires, qu'ils soient les hyperscalers ou les vendeurs de technologies de gestion de bases de données, pour justement acquérir ces compétences et répondre plus vite à nos clients, mais aussi simplifier la complexité que vous évoquiez pour nos clients en termes de développement de leur infrastructure et de leur métier, parce qu'effectivement, pour les clients aussi, cette hybridation, c'est compliqué, et nous, on est là aussi pour leur simplifier la tâche. Alexis, on a parlé data, transformation par l'industrie 4.0. Dans quelle mesure ça va transformer également vos compétences, les compétences IT, les compétences métiers et même la manière dont sont gérées les opérations au quotidien? Alors en fait, je vais rebondir sur ce que disait Yves, c'est que chez nous, l'une des problématiques, c'est que cette data, aujourd'hui, elle est quand même très éparpillée. Et donc, on a... en fonction des usines, en fonction du type de data, soit des personnes qui sont très compétentes et qui sont capables d'exploiter cette data, ou en tout cas de nous aider à la remonter, ou sur d'autres sites ou pour d'autres directions métiers, ce n'est pas le cas du tout. Et donc effectivement, on se rend compte qu'on a une problématique à ce niveau-là. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que côté métier, qui dit Industrie 4.0, dit nouvelles compétences. C'est-à-dire que soit il faut qu'on arrive à former, non pas au sein de la direction digitale, mais au sein de la direction industrielle, des personnes qui ont les compétences et une sensibilisation à ces problématiques Industrie 4.0 et à ces problématiques de données, de façon à ce qu'on n'ait plus ce goulet d'étranglement à partir du moment où on veut déployer des solutions Industrie 4.0 et a fortiori orientées autour de la data. Donc on a une vraie problématique RH. Alors soit effectivement on peut la résoudre en recrutant, mais bon c'est jamais évident, soit on peut la résoudre en faisant appel à des sociétés ou des prestataires externes, mais avec toujours la limite du risque de la perte du savoir une fois que la mission est terminée. Donc
c'est un juste milieu à trouver finalement entre internaliser cette compétence et l'externaliser, c'est ce qu'on essaye de faire. Yves, de la même manière, la donnée elle peut être internalisée dans une infrastructure on-premise, elle peut aussi être externalisée sur du cloud et notamment du cloud public. Comment on combine un move to cloud, comme c'est le cas pour beaucoup d'entreprises, et une transformation en data? Il y a très clairement une cross-fertilisation naturelle entre la notion de cloud et de data de par leurs caractéristiques respectives. Si je prends un exemple, clairement lorsqu'on parle de data et de big data, il y a une notion de volume de données et de flexibilité en fait de volume de données que le cloud apporte. Donc très clairement, technologiquement, il y a un parallèle, mais je pense que ça va au-delà. Lorsqu'une entreprise fait un move to cloud, ce projet-là dépasse l'aspect technologique. C'est un projet qui vraiment implique l'ensemble de l'entreprise au niveau organisationnel, au niveau nouveau job, au niveau formation, au niveau business. Et dans le cadre d'un projet de cette ampleur, de ce projet d'entreprise de cette ampleur, il est souvent intéressant de remettre à plat sa stratégie donnée, de profiter en fait de ce projet d'entreprise en profondeur que peut être un move to cloud pour remettre à plat sa stratégie donnée, même si en interne chez nos clients, on ne parle pas aux mêmes interlocuteurs pour les deux sujets, mais par contre, l'importance d'un projet move to cloud est aussi l'occasion de revoir sa stratégie donnée. Yves, Alexis, merci. Merci d'être de retour avec nous. Yves, bravo pour cet entretien. Merci à Tereal d'avoir joué le jeu de cet échange. Alors, sur le sujet de l'industrialisation et de la rationalisation d'infrastructures, on a vu les choix sont multiples, que ce soit du cloud public, on-prime, hybride. J'aurais dire sur le sujet de l'edge computing, on voit les applications dans l'industrie, mais est-ce que dans le secteur de l'assurance, par rapport à ces sujets de data et d'IA, il y a des implications qui peuvent naître? Alors, sur l'aspect edge computing, je pense qu'il ne faut pas le séparer de tout le propos sur les environnements hybrides qu'on a pu voir jusque-là. Pour moi, le edge computing fait partie d'un environnement hybride au sens large. Mais je pense qu'effectivement, le edge computing est la traduction technologique de réalités métiers qui sont fondamentales dans certaines industries comme l'assurance, tu l'as évoqué, le retail ou la banque. Puisqu'effectivement, lorsqu'on parle de edge computing, ça revient à reconnaître que, par exemple, une agence d'assurance est spécifique, est unique en termes de profil de client, de zone de concurrence aux alentours. Et donc, cette unicité, cette spécificité d'une agence d'assurance, comme pourrait l'être un magasin dans le retail ou comme pourrait l'être une agence bancaire, se traduit par la nécessité technologiquement de pouvoir travailler en mode edge computing, prendre des décisions au niveau de l'agence, même si on bénéficie d'une factory centrale qui va amener des insights. Mais la décision doit se faire au niveau de l'agence ou au niveau du magasin pour être pertinente. Merci. Christophe, je repasse la main. Merci. J'avais justement une question pour Romaric. Alexis de Nervaux de Tereal, il aborde de nombreux sujets, mais il y a notamment le sujet de l'accès aux données et le fait de les rendre disponibles aux utilisateurs finaux. C'est aussi un sujet chez Allianz de mettre la donnée à disposition des utilisateurs. Et si oui, comment vous y répondez finalement à cette problématique? Oui, c'est clairement un sujet. On le voit d'ailleurs, juste pour l'anecdote, mais quand on met à disposition de certaines populations qui jusque-là n'avaient pas accès à des informations, à des données, notamment je pense à certaines populations de souscripteurs, et qu'on leur met d'un coup à disposition de l'information, ça change leur vie au quotidien. Et du coup, ils deviennent de plus en plus curieux dans l'usage et ils regardent de plus en plus ce que ces données peuvent leur apporter dans leur métier au quotidien. Donc il y a un enjeu très fort de mise à disposition des données et c'est pour ça qu'un de nos piliers de la stratégie, c'est justement la mise à disposition des données au plus grand nombre pour que la data ne soit plus réservée à une population d'experts, mais qu'elle puisse irriguer la totalité de l'entreprise et que les cas d'usage puissent se développer sur la base de retours du terrain et non plus sur des approches théoriques top-down qui pourraient être menées en centrale. Pour ça, il faut aussi que la data science se rapproche des métiers le plus possible. Et c'est le choix qu'on a fait aussi d'un point de vue organisationnel, de permettre aux data scientists d'irriguer la totalité de l'entreprise et de pouvoir travailler en relation étroite avec les utilisateurs pour comprendre leur métier et développer des usages pertinents par rapport à leur réalité du terrain. Merci. Alors c'est une parfaite transition pour
je pense que vous avez évoqué des points qui vont parler directement à Jean-Marc Lazare, qui est le PDG d'Open Data Soft. Pour notre deuxième sujet qui est consacré à la massification de l'accès, et massification de l'accès, c'est d'abord pour permettre de multiplier les cas d'usage. Et il y a eu un point que Romaric a abordé, c'est le fait de sortir les données du cercle des experts pour les mettre aux mains du plus grand nombre et puis seulement les experts. C'est le sujet de la démocratisation. Mais avant d'aborder ce sujet de la démocratisation, il y a souvent, c'est une étude que vous avez menée sur la question de la valorisation des données. Bon, il y a souvent un écart entre l'objectif, entre la stratégie annoncée par les entreprises et la réalité de leurs applications en matière de valorisation. Est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ça tient ? Oui, Christophe, merci. En fait, vous faites allusion à une étude qu'on a menée en novembre dernier en partenariat avec l'usine digitale sur la façon dont les dirigeants considéraient et en tout cas entendaient mettre en œuvre une stratégie d'exploitation et de valorisation de leurs données. Et force est de constater que même si effectivement, alors j'ai quelques chiffres, cette étude d'abord confirme, comme on l'a dit, que leur valeur n'est plus à démontrer. 9 décideurs sur 10 considèrent que cette exploitation est importante. 3 sur 4 déclarent que c'est un levier pour la prise de décision en interne. C'est exactement ce qu'on a entendu dans le cas Allianz. Mais après, c'est là que ça commence à se contraster. On n'est pas forcément dans le même niveau de maturité, en tout cas dans la définition de sa stratégie, que celle qu'on vient d'entendre. Puisque ce passage à l'échelle n'est pas évident. Tout simplement, seulement 50% des répondants, et pourtant des grandes entreprises, seulement 50% disent avoir mené des actions qui visent à valoriser la donnée. Donc on distingue bien valoriser de gérer. Il y a évidemment tout un tas de choses qui sont faites pour la donnée, mais la valoriser, telle qu'on vient d'entendre l'exemple d'Allianz, c'est beaucoup plus rare. Et quand on creuse un tout petit peu plus loin dans cette étude, on a essayé de comprendre quelles étaient les raisons, quels étaient les freins, les obstacles, parce que la volonté est là, mais en tout cas ça ne marche pas à tous les coups. Donc il y a 4 explications qui sont ressorties principalement. Alors d'abord, la qualité des données, en tout cas la qualité perçue, pour 61% des répondants. Alors on parle quand même de grandes entreprises qui investissent depuis des années beaucoup d'argent dans leur système d'information et la qualité, ils disent en fait c'est pas au niveau de ce qu'on attendait. Donc c'est une vraie préoccupation et on peut comprendre pourquoi. Deuxième sujet, on l'a entendu, c'est la culture de la data, de l'organisation en tout cas pour 56% des décideurs. C'est un frein à aller plus loin et aller plus rapidement. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit apparaître ce facteur humain, on n'est pas forcément sur un aspect technologique. Et quand on parle de culture, on ne parle pas nécessairement de compétences, on parle de la culture de l'organisation elle-même, de son management, de sa façon de travailler, qui n'est pas adaptée peut-être toujours à ce que toutes les nouvelles technologies apportent, de massification. Et quand on fonctionne encore en silo, de manière très top-down, effectivement, c'est un frein, ça ne marche pas. Troisième chose, alors ça c'est plus classique, c'est le manque de ressources. Peut-être que voilà, des directions techniques ont dit on aimerait avoir plus de moyens. En tout cas, plus de 80% d'entre elles disent on aimerait en tout cas consacrer plus de moyens. Et puis, last but not least, je vais garder un peu pour la fin, c'est pour un déclarant sur 2 déclare ne pas disposer, en tout cas, d'outils de diffusion de données qui permettent à toutes les équipes de consommer efficacement et simplement dans leur quotidien les données sans faire appel à des experts qui seraient des intermédiaires. Et on voit beaucoup d'intermédiaires, de nouveaux métiers se créer dans les entreprises, mais qui finalement recréent des pôles d'expertise, alors que dans son quotidien, chacun aspire à pouvoir consommer ces données. Et c'est un des freins les plus importants qui est en lien avec la culture probablement et des fois des approches trop technologiques. Justement, c'est un cheval de bataille chez vous et chez Open Data Soft, c'est la démocratisation de l'accès, sortir du cercle des experts. Et malgré la maturité finalement acquise par un certain nombre d'entreprises, selon vous, ça reste encore un vrai sujet dans les entreprises ? Oui, alors pour citer encore un dernier chiffre de l'étude, parce qu'on se dit, nous on a des convictions et on veut quand même objectiver les choses et pas simplement partir sur notre croyance, on s'est rendu compte, toujours dans cette étude, que 53% des décideurs estimaient qu'il leur fallait plus de 6 mois et parfois 1 an pour 23% d'entre eux à mener des projets d'exploitation de la donnée. Et quand on entend initialement que la valeur de la donnée c'est pour prendre des décisions plus rapides, pour être plus compétitif, 6 mois, 1 an, on a le temps de voir passer des trains passés. Il y a un petit peu des corrélations. Donc c'est très long. Et finalement, nous, ce qu'on croit chez Open Data Soft, c'est qu'à cause de ça, beaucoup d'organisations passent à côté du potentiel. J'aime bien faire une analogie un peu avec les télécoms et l'énergie. Qu'est-ce qu'ont changé les télécoms et l'énergie dans nos vies ? Ça a changé surtout notre quotidien quand ça a été démocratisé dans l'accès, quand on a tous pu y accéder. C'est un peu pareil pour la donnée, sans d'ailleurs toujours pré-imaginer ce qu'on allait pouvoir en faire.
Donc aujourd'hui, il y a un vrai enjeu à mettre dans les mains de chacun ce sujet-là. Alors peut-être pour être plus concret, prenons des exemples. Je peux citer 3 types d'exemples qui correspondent d'ailleurs aux 3 types de cas d'usage que l'on sert à travers nos solutions. Il y a des exemples tournés vers les parties prenantes externes de l'entreprise. On va avoir des clients comme la Maïf, comme SNCF, BPCE, qui vont utiliser notre solution pour aller exposer auprès de leurs parties prenantes externes des données en mode self-service. Voilà. Alors pas toutes les données évidemment, mais en tout cas un certain nombre d'informations. Ça va des offres RH à des données RSE pour le groupe Kering par exemple. Et c'est beaucoup plus simple. On le fait une fois, c'est officiel, c'est disponible à travers des API, des fichiers, des databases. Et chacun a ça. Donc il y a une efficacité et l'entreprise est ouverte à travers ces données. Donc ça, c'est ce qu'on apporte. Deuxième chose, et c'est pas du tout antagoniste, c'est vraiment complémentaire, c'est vers l'intérieur. Donc on est vraiment sur une logique de data self-service. Donc on va avoir certaines mêmes entreprises, comme le groupe BPCE par exemple, ou SNCF, qui utilisent notre solution pour aller mettre à disposition du plus grand nombre de collaborateurs, je dirais indépendamment finalement de leurs compétences. On ne présume pas de leur capacité finalement, évidemment on présume de ce qu'ils ont droit ou pas d'accéder, mais on ne présume pas de leur capacité et on leur met à disposition les données en mode self-service. Venez innover avec, venez finalement faire votre travail et vous serez les mieux à même à juger si vous en avez besoin. Chez SNCF, ils ont juste chez SNCF Réseau sur la partie maintenance, ils ont quantifié à 10 millions d'euros d'économies par an le fait d'avoir cette démarche-là parce qu'on prenait des décisions plus rapidement, on faisait moins d'erreurs. Et puis, troisième champ, vers les parties prenantes business, par exemple des entreprises comme Saint-Gobain ou comme Schneider Electric mettent en œuvre ce qu'ils appellent des data services, certains parlent de data product, c'est-à-dire des solutions vraiment digitales d'expérience données auprès de leurs clients. Et ils les valorisent comme des compléments finalement de leurs offres existantes, voire des offres qu'ils monétisent. Donc on va vraiment ce 360 comme un levier de faire mieux son travail, d'être plus ancré dans des écosystèmes, d'avoir une entreprise, je dirais, plus ouverte et engagée avec ses données, et puis évidemment de créer de nouveaux revenus. D'accord, merci. Romaric, est-ce que vous avez une réaction sur cet enjeu de la démocratisation de l'accès aux données? Est-ce que, peut-être chez Allianz, ou dans les témoignages que vous pouvez avoir ici et là, le sentiment que finalement il y a encore beaucoup trop de données qui sont non utilisées et finalement pas valorisées du tout? Alors je trouvais que votre intervention était très, très intéressante à ce propos. Je trouve qu'effectivement c'est 2 choses, collecter les données, les stocker, les garder et les transformer pour en tirer de la valeur. Il y a quand même un univers et il y a quand même un monde. Alors moi ça m'évoque deux réactions, en tout cas 2 points importants. Le premier, et là j'ai en tête une étude que le Bureau Veritas avait fait où 52% des données collectées par les entreprises ne sont pas utilisées. Et alors on parle de dark data même maintenant en fait, sur tout cet ensemble en fait de données qui ne sert à rien en fait, qui sert à rien mais qui quand même est stocké. Et quand on regarde en fait l'impact, alors je vais pas parler d'impact de coût, mais déjà l'impact environnemental, ça représente l'équivalent de plus de 500 000 fois le tour de la Terre par une voiture classique en termes d'impact environnemental. Donc c'est monstrueux, c'est 6,4 millions de tonnes de CO2 en fait rien que le stockage de ces données inutiles ou inutilisées. Donc il y a un vrai enjeu à trouver l'information et à la séparer de la donnée, parce que finalement information et données, c'est 2 choses qui sont différentes. Donc oui, il y a un sujet d'inexploitation de certaines données. Deuxième élément que ça m'évoque, et là pareil, je rejoins un des éléments qui vient d'être évoqué autour de l'open data et de la mise à disposition d'informations, parce que ce qui est peut-être inutile ou pas complètement utile pour vous peut l'être pour d'autres. Et on voit beaucoup de freins quand même, alors moins aujourd'hui, notamment dans le secteur public, mais dans les autres industries, beaucoup de freins au partage de la donnée et à l'open data. Et il me semble qu'on a des progrès à faire dans cette dimension-là pour justement maximiser les usages et la valeur qu'on en tire. Merci. Jean-Marc, démocratiser, c'est aussi... c'est pas seulement l'accès, c'est rendre la donnée facilement exploitable de manière générale par des non-experts. On en a parlé, c'est sortir des cercles d'experts. Quels sont les leviers d'action qu'on peut mettre en œuvre pour faciliter justement cette exploitation? Oui, c'est vrai que quand on parle d'experts, en plus, il faut bien voir qu'on parle d'expertise métier, il y a un certain nombre de silos qui fait et puis d'expertise technique qui sont en train de se créer, de se recréer. Il faut être vigilant à ça. Moi, j'aime bien des fois l'image où on dit on a un peu renversé les silos, on dit toujours il faut casser les silos, puis en fait on les a tous déversés dans un grand lac, donc on est passé de plein de petits problèmes à un gros problème.
et on ne sait pas toujours ce qu'on peut en faire. Donc cette expertise-là, on en a besoin, ça va de soi, il n'y a pas de doute. Mais c'est de pouvoir proposer des expériences, donc on est vraiment sur le côté expérientiel de l'utilisateur final, que ce soit le collaborateur, le partenaire business ou son client, qui soit, je dirais, du même niveau que ce qu'on trouve avec d'autres contenus dans la vie courante. Aujourd'hui, on a des expériences, je dirais, de consommation d'informations avec du contenu textuel, images, vidéos, qui sont complètement manageables, on va dire, par des non-experts qui peuvent aller pousser cette information-là aux bonnes personnes, éditorialiser de la bonne façon. Donc ce qui manque aujourd'hui souvent aux organisations qui investissent et qui mènent des projets justement de stockage et de traitement en masse, et c'est tout à fait bien de le faire, c'est cette partie diffusion, ce dernier kilomètre, en tout cas celui sur lequel on se concentre nous, c'est de faire en sorte que finalement chacun puisse consommer aujourd'hui la donnée dont il a besoin dans son quotidien sans effort sur n'importe quel support, comme en fait on a déjà tous l'habitude de le faire avec d'autres choses. Et ensuite, nous on fournit les outils évidemment pour ce dernier kilomètre. Merci. On va passer à présent à un troisième sujet qui sera celui des compétences et de la formation. Sylvain? Oui, merci. Alors, je tenais à accueillir Antoine. Bonjour Antoine, bienvenue. Bonjour. Merci. Alors, Antoine Crinck, tu es à l'initiative de Jeddah. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Ouais, alors Jeddah, c'est une école tech que j'ai fondée il y a 4 ans maintenant. Où justement l'objectif était de pouvoir former sur des compétences rares comme au départ la data et la cybersécurité via en fait des programmes qu'on appelle des programmes bootcamp. Donc c'est des programmes hyper intenses dans lesquels on va aller voir vraiment des compétences hyper pratiques et très orientées business en fait. Et donc ces programmes-là en fait ils sont orientés par niveau. Donc vous avez le niveau Essentials qui est un peu le niveau 1. Le niveau full stack qui est plus professionnalisant qui est le niveau 2 et le niveau lead à chaque fois qui est vraiment là pour les personnes qui veulent devenir très très experts dans leur domaine. Aujourd'hui on forme à peu près 800 personnes par an à Paris et à Lyon. Et puis c'est déjà pas mal. On a aussi dernièrement en fait l'année dernière on a notre certificat qui est reconnu d'État donc Bac plus 4 donc qui permet un peu aux gens justement d'avoir une vraie légitimité dans leur domaine après la formation une fois qu'ils sont sortis de chez Jeddah quoi. Alors je tenais à ce qu'on partage avec toi cette initiative parce qu'en discutant avec Christophe, on voit quand même qu'il y a un enjeu majeur de cette acculturation. Et je trouvais aussi que toutes les organisations n'ont pas la même agilité pour aller vers ce type d'organisation. Donc ce serait intéressant de lancer le débat avec Christophe. Tu vas la main. Oui, merci. Oui, Antoine, j'avais une première question. C'est beaucoup d'entreprises parlent d'acculturation, de formation, de transformation. Finalement, c'est un gros volet humain de conduite du changement et donc d'accompagnement, d'évolution des compétences en interne. Quelles sont les grandes tendances que vous voyez en termes de formation sur la data? Est-ce qu'il y a des formations plus particulièrement qui sont recherchées? Ouais, alors en fait, il y a déjà, il faut comprendre un peu le contexte dans lequel on vit. C'est-à-dire que le milieu de la data particulièrement a extrêmement vite évolué. C'est-à-dire qu'il y a 3-4 ans, le mot data scientist était le job le plus sexy du 21e siècle. Et puis on a recruté plein de data scientists et puis on s'est rendu compte qu'un projet sur 10 aboutissait quoi. Et en fait le sujet c'était justement pourquoi il y a ce ratio qui est aussi faible en fait. Et le ratio il est aussi faible, une des réponses, c'est pas la seule, mais une des réponses c'est aussi parce que justement on formait que des data scientists à faire des algos. Sauf que on a parlé avec toutes les personnes autour de la table, c'est qu'il n'y a pas que ça en fait comme sujet, et donc vous avez besoin de plusieurs métiers qui ont leur spécificité. Vous avez des data engineers qui vont être très sur justement les infrastructures, bien sûr les data scientists qui vont être sur la partie IA, machine learning, enfin bref, la partie data est très statistique. Vous avez les data analysts qui vont vraiment comprendre plutôt des compétences métiers, mais qui vont être capables de vraiment décrire la donnée et de pouvoir prendre des décisions un peu éclairées sur le sujet. Et donc voilà, donc en fait dans ce domaine-là où maintenant on est en train de se rendre compte qu'il faut segmenter un peu les compétences, comment est-ce qu'on fait ça? Et bien en fait il y a différents types de formations. Nous, l'approche qu'on a choisie, c'est d'avoir des formations qui sont intensives et très orientées pratiques en fait, dans le sens où les apprenants vont littéralement coder, ils vont pratiquer, même si ce n'est pas l'objectif final, ça va leur permettre de vraiment comprendre les enjeux. Je donne un exemple, même pour des personnes qui veulent s'acculturer au domaine mais qui ne veulent pas forcément devenir data scientist, le sujet de la qualité de la donnée par exemple, on ne le comprend pas tant qu'on n'a pas vraiment mis un peu les mains dedans.
le sujet de garbage in, garbage out, c'est un sujet où on se dit ok d'accord, c'est pas forcément très grave si sur cette petite ligne, cette petite observation, il y a un truc qui n'est pas complètement correct. En fait si, parce que multiplier à l'échelle de l'entreprise, ça fait que la donnée, vous ne pouvez pas l'utiliser. En fait. Donc ça se comprend très bien comme ça. Les besoins aujourd'hui en plus des entreprises sont on va dire de plus en plus rapides, il y a des besoins qui sont énormes. On parle, si vous avez vu la dernière étude de PwC par exemple, c'était 700 000 postes en cybersécurité qui étaient non pourvus en 2021. Donc vous voyez un peu le besoin. Je parle de cybersécurité, la data c'est pareil. Avant on avait recruté énormément de data scientists, aujourd'hui on est en train de dire que pour un data scientist il faut 3 data engineers, donc vous voyez la pénurie quoi. Donc il faut aller relativement rapidement le sujet du bootcamp est là en fait, l'idée de faire quelque chose d'extrêmement intensif, ça sert à ça en fait. Couplé avec le fait qu'aujourd'hui il y a le contexte du Covid qui fait qu'on doit distancialiser les formations et utiliser la technologie aussi pour vraiment faire en sorte que les personnes montent en compétences le plus vite possible, et vous avez un peu la recette que nous on a voulu faire, c'est-à-dire centraliser toutes les formations, les standardiser d'une telle manière à ce qu'on ait une expérience de formation qui soit de très haut niveau, dans lequel on assure des compétences. C'est-à-dire qu'à la sortie du bootcamp, on sait que la personne elle a à minima ça comme niveau, comme niveau de compétence. Et le côté justement très in-class coaching qui fait qu'on monte beaucoup plus vite en compétences que ce qu'on pourrait faire si on était tout seul ou si on était dans un format un peu plus classique, quoi. D'accord. Alors effectivement, il y a deux domaines. Il y a la formation des experts, la montée en compétences des experts. Mais est-ce qu'il faut aussi, est-ce qu'il y a de la demande de formation pour du management intermédiaire, pour des responsables business qui ont besoin aussi de comprendre les enjeux et comprendre même les sujets autour de l'IA? Je pense que, aujourd'hui, il y a un vrai sujet d'hybridation un peu des compétences sur ce thème-là. Et puis, l'acculturation, c'est un sujet qui est énorme en fait, parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses, par exemple, sur lesquelles on n'a pas forcément d'idées tant qu'on n'a pas un peu mis les mains dedans. Donc, c'est pas forcément facile, par exemple, de comprendre à quel point l'enjeu, par exemple, parler de cybersécurisation un peu des plateformes, est un enjeu important à partir du moment où on ne sait pas ce que c'est que du phishing, comment ça marche. Vous en recevez tous les jours des mails par exemple de phishing et c'est 80% des cyberattaques aujourd'hui par exemple. Donc on parle de ça, vous dites ok d'accord, à ce moment-là quand on a justement une infrastructure data à mettre en place, il y a un sujet par exemple de la sécuriser. Et donc le fait que cette sécurisation passe par le fait qu'il faut en fait former les gens à comprendre ce que c'est que ces enjeux-là, c'est tout à fait de l'acculturation. Donc il y a une vraie demande là-dessus. De la même manière, sur la partie plus particulièrement data, le sujet du big data, tout le monde se pose la question un peu de quand est-ce que je dois passer à du big data, quand est-ce que j'en ai pas besoin, pourquoi est-ce que j'en ai besoin à ce moment-là, est-ce que justement on parlait beaucoup de cloud versus on-premise, mais rien que ça en fait c'est quoi la différence entre les deux, et c'est des sujets que encore beaucoup de gens ne connaissent pas. Quels sont les enjeux éthiques aussi liés à la data, pourquoi est-ce qu'on va choisir du cloud ou rester sur de l'on-premise? Ça, c'est des sujets qui sont en fait encore assez peu connus du grand public, entre guillemets. Et ça passe par de l'acculturation. Il n'y a pas que les experts. Bien sûr, les experts, c'est la chose sur laquelle on en parle et il y a énormément de besoins. Mais les deux doivent être concomitants. Parce que vous ne pouvez pas avoir que des experts qui vont exploiter la donnée. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a besoin d'avoir des gens qui sont plutôt experts de leur métier, qui vont avoir l'utilité de la donnée. Et coupler ces deux compétences-là, c'est-à-dire les experts avec les personnes qui ont finalement ces compétences métiers, c'est là où il y a des vrais produits data qui ont une utilité en fait. D'accord. Romaric, cette question des compétences, elle se pose également chez vous à Allianz? Oui, alors elle se pose évidemment chez Allianz. Effectivement, il y a deux sujets. Il y a bien l'acculturation des collaborateurs, qui est un sujet qu'on nous adresse au travers du pilier Data Culture, donc pour donner le minimum d'informations, mais on a aussi créé une filière d'expertise autour des métiers de la data pour continuer à enrichir et à former des collaborateurs jusqu'à des niveaux experts. En revanche, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde, et c'est tout à fait juste ce que vous disiez à l'instant, aujourd'hui, le data engineer est devenu la ressource rare par excellence, encore plus que le data architecte, le data scientist, le data analyst. Donc aujourd'hui, c'est le rôle qui est le plus difficile à staffer, le plus difficile à recruter.
D'accord. Et justement, comment vous y répondez? Vous formez en interne? Vous allez recruter? Comment ça se passe? Alors, il y a des approches mixtes, donc je prendrai contact avec vous pour le bootcamp tout à l'heure. Mais oui, on a à la fois du recrutement et à la fois de la formation. Un peu les deux. Et ce sont des rôles qui sont absolument clés. Si on veut passer justement dans des logiques industrielles et si on veut pouvoir structurer correctement les données, les mettre à disposition des data scientists, on a besoin de ces métiers-là. Merci. Yves, quand on est un fournisseur de services, la question des compétences, elle se pose également. Vous avez besoin de recruter, d'attirer ces profils. Et comment, c'est quoi les leviers pour vous? Globalement, pour une société comme Kyndryl qui est en plein développement, effectivement, on a un rythme de recrutement sur plein de profils. À titre indicatif, on a un chiffre, on va réaliser 200 recrutements cette année en 2022 chez Kyndryl France. Spécialement sur la partie data, on recrute donc des data architectes, des data ingénieurs, des data scientists. On essaie de trouver un petit peu des compétences rares de personnes qui peuvent même évoluer d'un rôle vers l'autre assez naturellement, puisqu'effectivement on est un petit peu dans un flou à ce niveau-là sur quelles sont les compétences majeures, mais je suis d'accord avec Romaric que le profil data ingénieur est vraiment clé et qu'on en recrute et qu'on est vraiment à fond sur cette fonction-là. Mais le point qu'on essaie aussi de faire, c'est de faire un mix un petit peu entre des jeunes en termes d'expérience qui vont amener l'allant de la jeunesse, des nouvelles approches, et des personnes plus expérimentées qui vont renforcer nos compétences de Kyndryl pour, chez le client, transformer les problématiques métiers en approche data, qui est pour moi le point qui est vraiment central dans une approche data, c'est de savoir comprendre le métier avec quelqu'un qui connaît le métier et transformer ça en une approche data. Donc ça, c'est vraiment fondamental. Mais je voudrais revenir sur ce que disait Antoine tout à l'heure. Quand on parle d'expérience, il y a aussi un aspect qui me semble important. Je pense qu'on a beaucoup ce soir parlé d'acculturation, de culture de données. C'est un sujet qui est extrêmement ambitieux de vouloir insérer ou ingérer une culture donnée dans l'entreprise. D'autant plus que la notion de sens de la donnée, culture de la donnée, ne s'acquiert pas dans la nuit. En fait, il y a vraiment besoin d'avoir de l'expérience, de prendre du temps. Et je ne pense pas que les entreprises aient le temps maintenant d'attendre cette expérience. Et je pense qu'on pourrait revoir un petit peu certains cursus de formation pour pouvoir donner aux élèves qui sortiraient d'un cursus universitaire le sens de ce que c'est qu'une donnée qui est bonne, de ce qu'une donnée qui est fausse. Rien que ça, c'est très compliqué à acquérir avec le temps, ça s'acquiert évidemment. Mais si on pouvait avoir un premier socle de réflexe, de raisonnement pour des jeunes étudiants qui sortent de l'université sur ce que c'est qu'une donnée bonne, ce que c'est qu'une donnée fausse, ça serait déjà un élément fondamental. Merci. Jean-Marc, chez vous aussi, la question des compétences et des recrutements se pose. Vous avez levé des fonds tout récemment. Vous avez un positionnement stratégique qui s'accentue autour des usages internes aux entreprises. Qu'est-ce que ça pose comme enjeu pour vous en termes de compétences? Qu'est-ce que c'est de nouveaux profils que vous devez recruter? Oui, alors on a la chance, on vient de lever 21 millions d'euros, donc c'est effectivement pour recruter et développer notre capital humain. Nous, notre job, c'est d'apporter de la performance et de la fiabilité à des clients pour leur faire gagner du temps. On a vu que c'était pas simple. Et pour proposer des expériences data, je dirais, uniques, digitales, à leur partie prenante, très importante. Donc il faut que ça tourne 24/7 et donc c'est ça qu'on doit apporter. Donc comme on est une solution uniquement basée sur le cloud hybride, avec des choses assez innovantes là-dessus, on cherche évidemment des gens qui sont spécialistes de ces nouvelles infrastructures, donc beaucoup d'ingénieurs, pas forcément data engineers, des ingénieurs assez pointus sur les infrastructures cloud, sur la capacité à déployer rapidement multi-environnement. Comme le côté expérience, pour rester dans la question des ingénieurs software, la côté expérience, rendre les choses simples, c'est compliqué, donc on cherche vraiment des experts en termes d'expérience utilisateur. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre fabrique à logiciels, celle qu'on met à disposition. On a 2000 projets, 2000 plateformes aujourd'hui opérées dans le monde. C'est un socle logiciel, donc c'est un challenge effectivement de faire tourner ça pour tout le monde. Deuxième aspect, c'est l'accompagnement. On a parlé beaucoup de capital humain, d'accompagnement, donc pas technologique, mais on a 10 ans de savoir-faire d'accompagnement d'entreprise sur comment mener un projet justement de démocratisation, de massification. Donc ça, on a besoin de Customer Success Manager, pour reprendre cette expression bien connue dans le monde du logiciel, pour accompagner nos clients dans la réussite, je dirais, business de leur projet. Et puis, last but not least, on a besoin évidemment de renforcer nos équipes commerciales, marketing.
On a plutôt une première moitié de notre vie en disant tourner auprès des acteurs publics et des utilities comme on dit, gestion de l'eau, énergie, et puis depuis 5 ans on travaille pour tous les secteurs d'activité, donc besoin de nouvelles compétences, expériences, connaissances de ces secteurs qui ont des problématiques métiers différentes les unes des autres. Merci. Alors j'ai une dernière question avant de passer aux questions des internautes. Romaric, on a parlé de compétences, on a parlé des compétences data. Vous avez également par ailleurs une migration vers le cloud et des ambitions dans le cloud. Est-ce que là aussi il y a la question des compétences qui se pose et au-delà de la question des compétences qu'il faut éventuellement développer en interne, il y a celui de l'équilibre. Alexis Minerveau en parlait, entre ce qu'on fait en interne et ce qu'on externalise. Comment vous l'envisagez ce sujet ? Alors, c'est sûr que si on va dans le cloud avec les mêmes compétences que sur le on-premise, c'est la chronique d'un échec annoncé et de surcoût aussi. Donc on risque de reproduire à tort dans le cloud ce qu'on a fait on-premise et qui était adapté au on-premise. Donc il y a un changement profond en fait des compétences. Et il ne suffit pas de le dire parce qu'il y a une réalité et je le vois sur le terrain quotidiennement. Commencer à basculer des workloads dans le cloud, ça nécessite une approche qui est différente et qu'il n'est pas simple d'acquérir spontanément dans une entreprise qui a travaillé très longtemps on-prem. Donc oui, il y a évidemment du recrutement au travers des recrutements. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les profils qu'on recherche, ces compétences cloud, on les veut systématiquement en fait, dans les équipes IT. Et puis il y a... y compris sur des approches FinOps d'ailleurs, parce qu'on c'est pas l'objet aujourd'hui, mais c'est extrêmement important de pouvoir anticiper et travailler sur cette logique financière et opération dès le départ. Et puis, il y a de l'apport externe, évidemment, dans les projets de construction pour pouvoir infuser et pour pouvoir, par capillarité, faire monter en compétence l'organisation. Oui. Merci. Sylvain, est-ce que nous avons des... Il y a des questions, et je voulais quand même en profiter d'avoir la parole pour féliciter Jean-Marc pour cette levée de fonds. Merci. D'une levée de fonds industrielle, raisonnée, parce qu'on en voit quelques-unes un peu folles en ce moment. Mais effectivement, OpenDataSoft est quand même une entreprise qui a quelques années maintenant. Et donc, voilà, un beau parcours, félicitations. Merci. On ne va pas casser les oreilles aux auditeurs, mais on t'applaudit bien fort pour ce cheminement. Merci, je partage avec tous mes collaborateurs. Merci. Bravo et félicitations. Alors, je vous laisse Dominique qui a posé la question, Christophe, mais on est un peu dans le parler vrai, Romaric, et on se demandait effectivement, un internaute, Gérard, pour ne pas le citer, j'ai plus de pile moi. Donc demander effectivement au regard de la position du sujet data au sein de la DSI, les difficultés que vous rencontriez éventuellement pour convaincre le business et le management d'Alliance sur la valeur et les cas d'usage. Est-ce qu'il y a un exemple ou une difficulté à partager avec nous qui profitera de nos internautes sur cette... On a parlé tout à l'heure du storytelling du COMEX, mais voilà, comment on arrive à... Est-ce qu'il y a des blocages? Et s'il y en a, comment les dépasser? Alors, la principale difficulté, elle n'est pas tellement dans la conviction, parce que finalement, les métiers, globalement, sont assez demandeurs. Donc, il n'y a pas de difficulté à ce niveau-là, et l'entreprise est assez appétente sur ces sujets. En revanche, il y a une masse de demandes, et c'est dans la priorisation qu'il peut y avoir des difficultés. Comment est-ce que je choisis l'élément qui a le plus de valeur et comment est-ce que je suis capable, a priori, de bâtir un business case qui me permet en fait de justifier l'investissement qui est nécessaire. On est dans une entreprise d'assurance, il y a beaucoup de KPI, il y a beaucoup d'indicateurs, il y a beaucoup de pilotage. Donc dès qu'on commence en fait à vouloir investir, on se pose la question de la rentabilité de l'investissement. Et donc c'est vrai que une des difficultés qu'on a, c'est celle-ci en fait, c'est d'identifier a priori quels bénéfices et quelles valeurs on va en tirer. Et du coup, ça peut être un frein à l'expérimentation, puisque du coup, on attend d'avoir la certitude du gain pour pouvoir y aller. Donc c'est là qu'on peut avoir quelques difficultés parfois. Jean-Marc, sur cette logique de rationalisation à l'échelle des entreprises, il faut choisir ses combats, ses sujets. Oui, c'est vrai que c'est un constat. Souvent, c'est pas la concurrence d'ailleurs. Pour parler d'une entreprise qui cherche à apporter sa vision auprès des grands groupes, c'est des alternatives entre différents projets data. Souvent, on se rend compte effectivement que il y en a 5-6 sur la liste et lequel va être choisi. Donc nous, après, ce qu'on essaie, c'est évidemment de recommander, de partir sur ceux qui vont avoir le plus d'apport sur les métiers, qui vont finalement simplifier le quotidien, parce que l'acculturation, c'est la pratique, hein. Et donc à un moment donné, plutôt que de chercher à l'avance qu'est-ce qu'on va mesurer à X temps, c'est qu'est-ce qui va tout de suite avoir un impact et créer des ambassadeurs et puis faire en sorte qu'à un moment donné, la mayonnaise va prendre.
Alors, je ne sais pas qui va répondre d'entre vous, donc autre question de Gérard. Vous allez être avec nous ce soir, mais merci en tout cas d'être fidèle et de nous poser ces questions. Donc, question de Gérard, c'est est-ce que vous pensez que la commoditisation, excusez-moi, c'est moi qui suis fatigué, de l'IA est en marche grâce aux plateformes IA? Qui peut s'exprimer sur ce sujet? Yves, je te sens inspiré. Non, je pense qu'il est important lorsqu'on parle d'IA de parler dans le cadre de démocratisation de l'IA, de parler de ce qu'on appelle auto-IA, donc comment on peut donner à des gens qui ne sont pas les data scientists ou des rois de la stat des moyens pour effectivement choisir des bons modèles d'IA par rapport à des problématiques métiers donnés. Cet outil-IA, si je peux me permettre, a aussi un avantage, c'est que en général, il intègre des notions d'éthique qui sont absolument fondamentales et permettent de dire, sur certains modèles que l'on choisit, attention, il y a des données d'entraînement qui ont des biais, comment on les corrige. Donc ce côté outillage, il a aussi un intérêt d'adresser la partie éthique qu'on avait évoquée juste avant sur attention, n'entraînez pas vos modèles avec des données qui pourraient être biaisées, parce que sinon, le biais, vous donnez des stéroïdes à vos biais si vous faites ça. Donc l'idée, c'est de les corriger très vite. Et souvent, quand on donne la main à des gens non spécialistes sur l'IA, il y a justement, viennent avec ça des notions d'éthique et de correction de biais possibles qui sont fondamentales. Quelqu'un d'autre veut réagir? Jean-Marc ou Romaric? Oui, bon, en tout cas, juste pour dire que nous on a des exemples, on travaille pas mal, comme je disais, pour la sphère publique. Je me souviens, on travaille pour la Cour de justice de Caroline du Nord, bon, voilà, peu importe. Et c'est un vrai sujet. Hein. Aux États-Unis, la justice prédictive, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Et c'est un des sujets, nous, en tout cas par rapport à l'exploitation des données qu'on leur permet pour aller entraîner de l'IA, qui est un sujet clé. Mais on l'a vu plus près de chez nous, on travaille par exemple pour le groupe Veolia. Ils se servent plutôt d'un complément, comment on va augmenter les capacités de décision de l'humain avec un IA maîtrisé, et ensuite des compléments d'information contextuelle qui fait que c'est le mix des deux qui fait que la bonne décision sera prise. Quand je dois surveiller la qualité d'eau dans une ville, l'IA va m'apporter un certain nombre d'indicateurs, mais des fois c'est des fausses alertes parce qu'on l'a entraîné à mesurer certaines choses, et seule ma connaissance du terrain et d'un certain contexte que je ne pourrais pas modéliser, en tout cas pas simplement, de manière unique à cet endroit-là, peut-être ce qu'on appelait le edge computing tout à l'heure, me permettra de le faire. Et c'est vraiment ça qu'on constate aujourd'hui. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un élément qui est intéressant. Effectivement, on parle tous de l'IA du côté humain. Et ce que je trouve intéressant, c'est que finalement, l'IA ne peut pas tout faire. Et la preuve en est, c'est que si l'IA faisait tout, Django Reinhardt n'aurait jamais fait de guitare. Et je trouve que là, c'est un exemple qui paraît, pour ceux qui aiment bien la musique et la guitare, le fait qu'on se prive de Django Reinhardt comme guitariste, ça aurait été un problème. Et si l'IA pilotait tout, jamais Django Reinhardt, avec ses doigts en moins, n'aurait fait de la guitare. En tout cas, c'est sûr que sans l'IA, moi, je ne ferais pas beaucoup de guitare. Hein. Et une autre question de notre invité, donc que pensez-vous de la nouvelle tendance des plateformes low-code et no-code en IA? Véritable démocratisation de l'exploitation de la donnée, c'est la question. Marie? Alors, je ne sais pas si c'est... c'est évidemment très intéressant et ce sont des accélérateurs. Alors, en l'occurrence, nous, on en utilise assez peu, voire pas du tout chez Allianz. C'est probablement un accélérateur, mais comme on le voyait là sur comme on en parlait à l'instant là sur des plateformes d'IA pour tous, on est dans la même logique d'éviter de maintenir en fait ces technologies et ces usages entre les mains d'experts et uniquement d'experts. Voilà, donc j'ai pas de... Sur les plateformes. Oui, le code no-code, nous on accélère aussi, on est plutôt un acteur d'ailleurs de cette technologie-là, mais après ça n'exonère pas, comme on l'a dit tout à l'heure, d'un fond de connaissances sur ce qui est de bonnes données, de mauvaises données. Voilà, après on peut faire du no-code, maintenant si on fait du no-code n'importe comment, ça fait n'importe quoi à la fin. Quoi. Donc voilà. Ouais, exactement. Il faut pratiquer. Ce que disait Jean-Marc, c'est exactement ça. En fait, les plateformes low-code, no-code, c'est toujours... elles ont les avantages de leurs défauts finalement, c'est que c'est très facile à utiliser, donc ça permet de démocratiser très facilement, mais ça vous bloque dans une technologie la plupart du temps, et en plus, ça peut vous cacher des biais qui, du coup, vous mettent vraiment des algorithmes qui peuvent vous sortir des trucs qui ne devraient pas sortir sous stéroïdes, quoi, et industrialisés. En tout cas, donc, attention à ça, quoi. Mais après, ça reste toujours... c'est nécessaire. Je pense qu'on a tous dit qu'il y avait un sujet de déficit de compétences, de besoin d'accélération. Donc, de toute façon, ce sont des moyens qui vont permettre d'accélérer et de massifier. Donc, c'est vital, je dirais, de s'en servir, et ça existe, et c'est performant. Après, c'est pas n'importe comment. Donc, ça, voilà, il faut... Mais il n'y a pas de magie, ceci dit. Je pense pas qu'on puisse avoir envie d'avoir un usage poussé de la donnée avec aucun effort. Et en se disant, j'ai des trucs sur étagère, du no-code, du low-code, et puis c'est terminé. Non, ça, j'y crois pas pour le moment. Non, mais dans le fait qu'il n'y ait pas de magie, il y a aussi le côté de dire l'IA n'est pas une boîte magique, l'IA doit pouvoir s'expliquer, donc on a tous parlé d'explicabilité, et de temps en temps, il faut faire un trade-off entre des modèles d'IA qui sont surpuissants
type le deep learning par exemple, qui sont des modèles dans certains cas de tout ce qui est analyse graphique qui peut être très puissant, et des modèles plus simples d'arbres de décision ou de random forest qui sont plus faciles à expliquer, qui sont peut-être moins puissants mais plus faciles à expliquer. Donc il y a vraiment un équilibre à trouver aussi en termes d'explicabilité de l'IA qui est absolument importante, et on peut faire un peu un trade-off entre ces deux extrêmes, entre le modèle très simple, peut-être moins puissant, et le modèle très puissant mais plus dur à expliquer. Voilà. Alors, messieurs, on est le 31, donc encore notre dernier jour pour, en tout cas, la convenance fêter nos vœux, mais qu'est-ce qu'on vous souhaite autour de vos sujets data pour 2022, Yves? Qu'est-ce qu'on Recruter les 200 collaborateurs que vous cherchez. 200, c'est pas que pour la data, j'aimerais bien, mais c'est pas que pour la data, c'est au global de Kyndryl France. Non, mais c'est trouver effectivement les bonnes personnes à recruter sur la partie data et globalement sur Kyndryl. Beaucoup de succès pour Kyndryl, qui est quand même une start-up, très grande start-up, mais qui est née en novembre dernier, de façon indépendante. Et donc oui, le succès de Kyndryl, le fait de recruter les bons profils, et puis la santé pour tout le monde aussi. Antoine, avec la croissance que tu affiches aujourd'hui, donc le train continue. Exactement. Non, mais moi, tout ce que je peux souhaiter finalement, c'est que les autres grandissent bien dans leur sujet data, puisqu'à ce moment-là, du coup, ça fait plus de compétences que je dois former. Non, mais au-delà de ça, effectivement, nous, JEDA grandit énormément. Il y a des sujets d'expansion maintenant à l'international. Parce que le modèle auquel on croit est un modèle qui peut se dupliquer et surtout qu'on pourrait faire rayonner dans d'autres parties du monde. Puisque aujourd'hui, nous, on a été élu meilleur bootcamp data selon une plateforme qui s'appelle SwitchUp. Donc, dans le monde, on est un des meilleurs bootcamps data. Donc, on est assez fiers de ça. Donc le sujet va être là sur la suite de la croissance. Puis la levée de fonds bientôt, donc on te le fait. Et en fait, je tenais aussi de te faire intervenir parce qu'on le voit faire sur ce type de formation. Beaucoup de licornes sont présents, beaucoup de startups, peut-être moins d'industriels ou de grandes entreprises. Ouais. En fait, sur ces sujets-là, en fait, c'est assez drôle parce que en fait, la data est partout et elle est utilisée de plein de manières différentes. C'est juste que les façons d'aborder les choses sont très différentes sur les différents secteurs. Le sujet par exemple de cloud versus de l'on-premise, c'est un sujet que les startups ne se posent pas, les licornes ne se posent pas. Vous regardez les Spendesk, vous regardez Swile, donc des grosses startups qui ont énormément levé, qui font partie soit du Next 40, soit qui sont déjà considérées comme des licornes. Elles ont en fait des sujets tellement de vitesse qu'elles ont besoin, que c'est leur priorité à elles en fait finalement. Donc c'est très différent en fait, leurs approches vont être très différentes et pourtant il y a des choses qui se retrouvent complètement. La chaîne n'est pas la même, à la patte, des historiques. Jean-Marc, donc bien investir ces 21 millions, ça, on te fait confiance, mais qu'on souhaite d'autres Oui, bien investir pour plus d'impact, recruter, je l'ai déjà dit, mais la compétition est rude sur le marché. Donc, et puis surtout, développer, je pense, dès cette année, des projets d'envergure à l'échelle corporate. On a pas mal de gros clients, mais on veut vraiment, notre objectif, c'est démontrer toute la valeur justement de cet accès massif et démocratisé d'une certaine manière, y compris en interne dans les entreprises. Donc avoir ces projets qui viennent maintenant trouver leur réalité. Donc c'est ça qu'on peut se souhaiter gérer tous mutuellement et nous en particulier, puisque c'est ce qu'on cherche à faire. Merci. Romaric, encore merci d'être venu nous retrouver ce soir et participer à cette émission, de partager cette vision opérationnelle des choses. Et qu'est-ce qu'on vous souhaite pour 2022 ? Alors évidemment de la réussite dans les projets de transformation du groupe Allianz dans son ensemble, d'Allianz France aussi en particulier. On a beaucoup de choses sur le plan de travail, que ça soit autour de la data, mais pas que, puisqu'on a beaucoup de sujets de transformation en parallèle. Maintenant sur ces sujets de données, moi j'ai vraiment envie en 2022 qu'il y ait un mouvement de montée en maturité forte des collaborateurs, pour que du coup cette culture data elle infuse et qu'il y a plein de moyens en fait de le faire au travers évidemment des compétences de la formation, mais ça va au-delà en fait, sur les usages, sur même de la gamification. Enfin, il faut absolument que les quasi 10 000 collaborateurs d'Allianz en France puissent s'approprier davantage en fait leurs données. Une data qui diffuse dans l'organisation. Christophe, félicitations pour l'animation de cette session. Donc on est au milieu là, deuxième émission, troisième pour le 15 février. Qu'est-ce qu'on te souhaite à toi pour... Alors, de très beaux témoignages et de retours d'expérience. Donc effectivement, troisième émission, Data Insight, c'est le 15 février. On va parler de gouvernance. Alors, ne fuyez pas, la gouvernance, ça peut être intéressant. Et en plus, ça peut créer de la valeur. Donc les experts, en tout cas, ça peut éviter d'en perdre aussi. Les experts... pourront en témoigner et on parlera également d'éthique et notamment sur l'IA en particulier.
De la même façon, si vous êtes allergique à la philosophie, vous inquiétez pas, ça ne sera pas spécialement un débat philosophique, mais plutôt une façon de l'aborder de manière très opérationnelle. Alors, donc je vous donne rendez-vous le 15 février, et puis on aura d'autres rendez-vous cette année sur la data. Un riche programme à l'INSEE autour de la data, donc félicitations, merci à vous tous. Merci. Ils sont restés nombreux tout au long, donc voilà, je pense que tout le monde a été passionné. Merci d'avoir été avec nous pour cette session. Et on se retrouve très bientôt, le selfie traditionnel, et puis on peut envoyer le générique. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. À bientôt. Au revoir.